Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le 23 septembre 2020 au menu de cette édition. De Richebourg à Toulouse, Bridgestone à Béthune et tant d'autres entreprises où les licenciements se profilent, la crise sanitaire devient progressivement une crise sociale. Notre invité du jour s'appelle Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, membre de l'Académie des sciences. Avec lui, nous reviendrons sur cet été brûlant où les très mauvaises nouvelles climatiques se sont multipliées. Entretien aussi avec Jamie Margolin, une des figures les plus en vue du mouvement climat aux États-Unis. Elle a 18 ans et nous exhorte à agir avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue dans À l'air libre. Manuel Jardino, bonjour. Salut Mathieu. Tu es journaliste à Mediapart, tu suis les questions sociales. On attend les chiffres du chômage ce vendredi. Tu vas lire un peu pour nous dans la boule de cristal. Deux choix, est-ce qu'ils seront mauvais ou très mauvais? Je pense qu'au mieux, ils seront mauvais. Et ça sera déjà pas mal. Je rappelle juste deuxième trimestre 2020, plus 24% de chômeurs en plus en catégorie A. Ça fait 815 000 personnes sans travail depuis 3 mois. Un élément à avoir en tête pour la rentrée, 190 000 jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail. C'est énorme. Une étude du ministère du Travail publiée aujourd'hui indique qu'on a eu aussi une hausse de 21% des ruptures conventionnelles pendant le mois d'août. Ça fait des chômeurs en plus. Et que près de la moitié des entreprises qui ont diminué leur effectif pendant la crise sanitaire déclarent qu'elles ne reviendront pas à un niveau normal. Donc la crise est là, mais on rentrera certainement dans le dur en 2021 après la vague de plans sociaux. Oui, le gouvernement prévoit la destruction de plus de 700 000 emplois déjà d'ici la fin de l'année. Alors Manuel, tu restes avec nous, on va rentrer dans la mécanique de ce qui se passe avec déjà un premier exemple. Avec toi, Emmanuel Riondé. Bonjour Emmanuel, tu suis l'actualité toulousaine pour Mediapart. Emmanuel, tu as suivi ce qui se passe chez De Richebourg, un sous-traitant d'Airbus situé à Blagnac, près de Toulouse. C'est une mobilisation qui dure, tu nous en avais déjà parlé en mai dans Mediapart. 160 salariés, un dixième des effectifs viennent d'y être licenciés. Alors on va voir des photos que tu as prises dans la mobilisation depuis quelques mois. Que s'est-il passé sur place? Donc ces images qu'on est en train de voir ont été prises le 12 juin lors d'un rassemblement des salariés devant le siège de Richebourg Aéronautique Service. DAS, c'est une entreprise d'environ 1600 salariés, dont 1400 à Toulouse, le reste à Marignane et à Saint-Nazaire, et qui réalise environ 90% de son activité en sous-traitance d'Airbus. 2 mois avant, en avril, Airbus avait annoncé une réduction de ses cadences sur les chaînes de production à cause de la pandémie. Et le 6 mai, la direction de Richebourg, lors d'une réunion du Conseil social et économique, le CSE qui remplace le comité d'entreprise, avait placé ses salariés face à un choix difficile qui était le licenciement de 700 d'entre eux tout de suite ou rapidement, ou la signature d'un accord de performance collective, un APC, censé repousser à plus tard le PSE. Le 12 juin, les salariés sont là, mobilisés, le jour où l'accord en fait a été signé et conclu entre la direction et le syndicat majoritaire FO, tandis que la CFE, CGC et l'UNSA avaient, eux, refusé de le signer, mais les majoritaires ont signé. Et donc, il y a bien eu, un mois et demi plus tard, le 29 juillet, lorsque l'accord est entré en vigueur, 160 salariés qui se sont retrouvés licenciés. Alors Emmanuel, si ces salariés ont été licenciés, c'est qu'ils avaient refusé de signer un APC, accord de performance collective, une mesure entrée dans la loi après la réforme du Code du travail fin 2017. Que proposait cet accord exactement et pourquoi certains l'ont-ils refusé? Alors, cet accord contient la suppression des primes de transport et de repas, les indemnités forfaitaires et journalières de transport et de repas, et celle du 13e mois pour les cadres qui touchent plus de 2,5 fois le SMIC. Pour les autres, ce 13e mois sera versé en octobre et en décembre. Ceux qui ne l'ont pas signé ont donc été licenciés et sont partis, c'est important de le relever, avec des surprimes correspondant selon les catégories d'âge à 1 à 8 fois leur salaire hors prime et en plus des indemnités légales de licenciement. C'est intéressant parce que cette surcote, elle montre bien que les APC sont en réalité là plus pour inciter les salariés à quitter l'entreprise que pour sauver l'emploi. Ceux qui ont signé, eux, ils ont reçu fin août leur premier bulletin de paye amputé d'environ 500 €. Au moment de la signature en juillet, la direction de Richebourg avait assuré que le manque à gagner ne serait que de 170 €. C'est faux. Je parlais hier avec un représentant syndical de l'UNSA de Richebourg qui me disait, il donnait l'exemple d'un câbleur qui était passé de 1 900 à 1 400 € et qui me disait qu'en réalité, des personnes qui avaient 8 ou 9 ans d'ancienneté
se retrouvent aujourd'hui avec des revenus moindres que quand ils ont été embauchés. C'est autour d'un quart des revenus qui disparaît des feuilles de paie et du coup, certains devraient malheureusement peut-être basculer dans le surendettement, me disait-il. D'autres ont arrêté de payer les nounous pour les enfants, d'autres vendu leur seconde voiture et beaucoup pensent à essayer de trouver un petit boulot d'appoint le week-end. Voilà, donc en fait, comme annoncé un peu au printemps et comme on le craignait au printemps, de Richebourg aura fait figure de tête de pont pour expérimenter ce dispositif d'APC. Et ce qui inquiète vraiment maintenant ici, c'est que ça se multiplie un peu dans la filière aéronautique, à commencer par Airbus, dont la direction, ce lundi, le 21 septembre, alors là, il y a 2 jours, avait convoqué les organisations syndicales à une réunion d'ouverture des négociations d'un APC. Merci Emmanuel, on te lit bientôt sur Mediapart. Manuel Jardineau, je me tourne vers toi à nouveau. Ce qui se passe à Sde-Richebourg, à Toulouse, en quoi c'est symptomatique de ce qui se passe aussi ailleurs? En tout cas, ça montre que les entreprises savent se saisir des dispositifs très libéraux, comme les accords de performance collective qui sont nés avec les lois pénico, les ordonnances pénico. C'est l'application de la loi du Code du travail, la modification du Code du travail. Et qui sont des vrais outils à chantage contre l'emploi en période de crise. France Stratégie, d'ailleurs, dans une évaluation, s'est montré très, très réservé sur l'utilisation de ce type de dispositif en ce moment. Et il l'a bien montré, hein, il l'a bien dit, des salariés sont licenciés, ils perdent de l'argent, tout ça est un jeu de dupes, d'autant qu'aujourd'hui, rien n'empêche l'entreprise ensuite de licencier. Alors avec toi, on va parler d'un autre cas, une autre entreprise un peu différente, mais c'est une autre facette de cette crise sociale qui émerge. Cette entreprise, c'est le fabricant de pneus japonais Bridgestone, à Béthune, dans le Pas-de-Calais. L'usine va fermer, laissant 863 salariés sur le carreau. Tout sauf une surprise, expliques-tu, Manuel, dans un article que tu as publié ce matin sur Mediapart. Est-ce que c'est à cause de la pandémie ou est-ce que Bridgestone profite de la crise pour licencier? On va dire que c'est un peu les deux. En fait, évidemment, le marché de l'automobile est en crise. Évidemment, Bridgestone ne vend moins de pneus. Mais pour l'usine de Béthune en particulier, c'est une usine où il y a eu un sous-investissement depuis des années et qui, de toute façon, n'est plus adaptée aux voitures qui sont vendues. Et donc, c'est une suite logique d'une stratégie industrielle de délocalisation. Alors, tu expliques aussi que Bridgestone a bénéficié de nombreux avantages fiscaux et de millions d'euros du crédit compétitivité emploi, le CICE, lancé sous le quinquennat de François Hollande. Peux-tu nous refaire les additions, c'est-à-dire combien d'argent public a reçu Bridgestone? Alors, ce qu'on sait par source syndicale, c'est très difficile puisqu'il n'y a pas d'obligation de dire combien elle a perçu. En 2018, Bridgestone aurait perçu à Béthune 1,8 million d'euros. On peut supposer qu'en 2019, sous forme maintenant d'exonération de cotisations sociales, ça doit être à peu près la même chose. Plus en 2017, 120 000 euros de la part de la région au titre de la formation des salariés. Je rajoute aussi qu'elle a aussi bénéficié de subsides européens pour se développer en Europe de l'Est, notamment en Pologne dès 2013, où elle a reçu 24 millions d'euros. On voit bien qu'il y a du dumping social en Europe et que là, aujourd'hui, l'usine de Béthune en est la victime. Alors, on a entendu les réactions outrées des ministres. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, assassinat. Porte-parole du gouvernement nous parle de scandale. On a même envoyé 2 ministres sur place. Que peut faire, que va faire réellement, que veut faire le gouvernement? Alors d'abord, ils se scandalisent et c'est leur rôle. Ils sont des politiques. En revanche, ils nous prennent un peu pour des idiots. C'est-à-dire que Bridgestone à Béthune, c'est l'histoire qui se répète. C'est Goodyear, c'est Continental, c'est Whirlpool, c'est Ford du côté de Bordeaux. C'est toutes ces entreprises industrielles qui, depuis des années, récupèrent de l'argent public pour sauver les emplois et qui ne respectent absolument aucun pacte en termes de contrepartie. Et là, aujourd'hui, les politiques doivent vraiment se poser cette question-là. Quelle contrepartie pour conserver l'emploi industriel en France? Et c'est ça tout l'enjeu. Et l'enjeu, c'est pas faire des ronds de bras en disant que c'est un scandale. Toute dernière question, Manuel, est-ce qu'il faut s'attendre, comme en 2009, au moment de la crise financière, prochainement à un déluge de plans sociaux en France? Il est sûr qu'il y a un effet cascade et domino. On le voit par exemple dans l'aéronautique dont on a parlé. Airbus, dès le printemps, officialise plus de 4000 départs de l'entreprise. À partir du mois de mai, les équipementiers commencent à lancer leurs plans sociaux. Aujourd'hui, on a fait un petit calcul. On doit être autour de Toulouse, autour d'Airbus,
à plus de 2000 licenciements prévus D'accord. à l'horizon printemps 2021. Déjà, on y est. On y est. Et on observe aujourd'hui le même phénomène, par exemple, dans l'automobile. Ce qui est plus compliqué, c'est les toutes petites entreprises isolées qui vont de l'hôtellerie-restauration à l'artisanat. Une petite information, un petit teasing. Vendredi, on va faire tout un bloc d'articles sur la question du chômage. Et en particulier, on va mettre en ligne une carte des licenciements qu'on est en train de recenser partout en France. Merci Manuel, on te lit dans Mediapart, donc très bientôt. Et on te remercie donc d'être venu faire ce petit point sur la crise sociale. On va parler d'une autre crise maintenant, la crise climatique, et on reçoit notre invité, le climatologue Jean Jouzel. Bonjour Jean Jouzel, merci d'être ici. Bonsoir Mathieu. Vous êtes climatologue et glaciologue, vous avez été vice-président du groupe du travail scientifique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui fait référence. On va d'abord revenir avec vous sur les très mauvaises nouvelles de l'été climatique, si vous le voulez bien, en commençant par les incendies aux États-Unis, des méga-feux qui ont touché cet été les États de l'Oregon, aussi la Californie, l'État de Washington, de l'Arizona, le Canada. Méga feux, on va le voir, dont les fumées ont recouvert le ciel, comme on le voit sur cette image satellite. Ces incendies n'ont pas eu seulement des conséquences aux États-Unis, aussi pour la planète entière, puisque les fumées ont voyagé évidemment jusqu'en Europe, avec une statistique inquiétante, juste une seule, qui montre l'accélération du phénomène. Parmi les 20 incendies les plus violents, on va le voir, qu'a jamais subi la Californie, 5 ont eu lieu en 2020, on les voit en rouge sur cette animation publiée par les pompiers californien. Et puis, il n'y a pas que les incendies. Fin août, toujours aux États-Unis, l'ouragan Laura qui a frappé le golfe du Mexique est l'ouragan qui s'est intensifié le plus rapidement dans l'histoire. C'était du jamais vu. Autre exemple, le 14 septembre, on apprenait qu'une énorme plateforme de glace au nord-est du Groenland s'est déchirée. Changement climatique brutal dans l'Arctique, selon des chercheurs danois. Et le 21 septembre, le National Snow and Ice Data Center aux États-Unis a annoncé que la banquise n'a jamais été aussi petite. La ligne orange que vous voyez, vous qui nous regardez, c'est la taille moyenne de l'Arctique avant 2010. Et on voit très clairement l'accélération de la fonte. Jean Jouzel, des étés comme ça, est-ce que c'est la nouvelle normalité ? Oui, je pense. On le craint parce que nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique avec évidemment toutes les saisons qui se réchauffent en moyenne, mais c'est peut-être plus visible l'été parce qu'il y a ces conséquences qu'on a évoquées. À la fois, par exemple, on parle évidemment de ces feux à répétition et quoi qu'en dise Donald Trump, l'origine humaine de ces feux, en tout cas, il y a une composante humaine, la sécheresse, liée à cette succession de sécheresses liée quand même aux activités humaines qui en est au moins la cause partielle. En tout cas, une fois que les incendies ont commencé, ça aide à leur propagation, c'est très clair. Mais aussi, quand on parle d'autres événements, c'était vraiment un été exceptionnel et qui va s'accélérer parce qu'il y a un point qui est important, c'est que la température moyenne augmente, mais les pics de chaleur, et c'est ce qu'on a vécu en France très récemment, augmentent 2 à 3 fois plus rapidement que les températures moyennes. Et ça, c'est important parce que ça appelle finalement record après record en termes de pics de chaleur avec des conséquences. Et quand ces pics de chaleur, et c'est aussi le cas en France, dans certaines régions, sont associés avec des sécheresses, il y a plus d'évaporation et vraiment des problèmes de ressources en eau en France. Il y a eu aussi des records de température en Sibérie, et puis quand même récemment cet événement méditerranéen aussi. Donc bien sûr, Laura, c'est important, mais peut-être plus proche de nous. Ce n'est pas si facile. Notre pays fait face aussi à des risques. Alors, justement, toute la question, vous l'avez dit, c'est de savoir si et comment ces événements extrêmes sont liés au réchauffement climatique. Pour répondre à cette question, Valentine Auberti et Youmni Kezouf sont allés voir quelqu'un que vous connaissez bien, Robert Vautard, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, que vous avez d'ailleurs dirigé. Nous lui avons d'abord demandé ce qu'il pensait de cet été brûlant. Voici sa réponse. Ils ne sont pas directement dus au changement climatique, au sens où des phénomènes extrêmes, il y en a aussi sans changement climatique, mais c'est plutôt leur fréquence et leur intensité qui va être altérée par le changement climatique. C'est-à-dire que, par exemple, des vagues de chaleur, on sait qu'elles sont aujourd'hui déjà plus fréquentes, plus intenses, plus longues. Et pour les feux, c'est encore un petit peu plus compliqué parce que il y a un facteur qui rentre en jeu. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme la gestion des forêts, comme le vent, l'humidité, etc., etc.
Ce qu'on établit plus précisément, c'est le changement de fréquence de ces événements extrêmes en fonction du changement climatique. Un événement extrême aurait pu se produire sans un changement climatique, mais sa probabilité, sa fréquence aurait été très différente. Et pour illustrer son propos, Robert Votard a pris un autre exemple, les vagues de chaleur que nous avons connues en Europe en 2019. Les vagues de chaleur qui ont eu lieu en France et en Europe en juin et en juillet l'année dernière ont des probabilités qui sont au moins 10 fois supérieures aujourd'hui qu'elles n'auraient été en 1900, par exemple. Mais il n'y a pas que la probabilité, il y a l'intensité aussi. Vous avez vu que l'année dernière, on a eu des températures qui allaient jusqu'à 46 degrés en France, ce qui était un record battu de 2 degrés. Hein. Donc ces températures-là, l'intensité elle-même, elle augmente aussi au fil du temps. Et on estime aujourd'hui que par rapport à 1900, les vagues de chaleur les plus fortes ont une intensité de 3 degrés environ plus forte que dans les années 1900. Voilà. Eh bien, pour l'avenir, Robert Votard, il est comme vous, Jean Jouzel, il n'est pas très optimiste. Depuis 10 ans, on voit très clairement l'effet du changement climatique dans les vagues de chaleur, dans les températures des vagues de chaleur qu'on a. Et on sait aussi que les vagues de chaleur fortes qu'on voit aujourd'hui sont des vagues de chaleur normales pour 2050. Donc ça nous dit que tout ça va se décaler et que les vagues de chaleur en 2050 seront encore plus fortes, bien plus fortes. Donc est-ce qu'on peut encore arrêter ça ou pas ? Alors, d'ici 2050, peu probable qu'on arrive à arrêter l'amplitude comme ça croissante des vagues de chaleur parce que les actions qu'on a sur le climat aujourd'hui auront un effet essentiellement dans la deuxième moitié du siècle. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut essayer de faire, c'est stabiliser le réchauffement et faire de telle sorte qu'à partir de 2050, ça ne se réchauffe plus. Et est-ce qu'on fait assez de choses pour qu'à partir de 2050, ça ne se réchauffe plus ? Non, on ne fait pas assez de choses pour qu'à partir de 2050, ça ne se réchauffe plus. Mais on le sait qu'on ne fait pas assez de choses. On sait qu'on ne fait pas assez de choses, on sait que c'est très difficile. On continue à ne pas faire assez de choses. Et on continue de ne pas faire assez de choses. Ça ne vous fait pas bondir devant votre ordi, ça ? Ce qui m'alerte, effectivement, c'est que je ne vois pas de tendance aujourd'hui dans les politiques publiques ou de tendance très forte. Il y a une tendance, mais elle n'est pas assez marquée pour essayer de contrôler ce phénomène-là. Georges Gouzel, on ne fait pas assez. On ne fait pas assez. Nous sommes à 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2019. Donc si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, nous serions à 65-70 milliards et sur des trajectoires de 4 à 5 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est ce que vient d'évoquer Robert. Même avec l'accord de Paris, les engagements de l'accord de Paris sur la décennie qui vient nous emmènent vers 55 milliards de tonnes, même si c'était respecté, et ce n'est pas sûr, et à horizon 2030 et sur des trajectoires de 3 à 3 degrés et demi. Pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faudrait passer à 40 milliards de tonnes en 2030 et pratiquement les diviser par deux, entre 25 et 30 milliards de tonnes pour 1,5 degré. Donc on voit bien qu'on ne fait pas assez dans l'accord de Paris. En fait, il faudrait multiplier les engagements de l'accord de Paris par 3 si on voulait avoir des chances de rester sur une trajectoire 2 degrés, par 5 pour une trajectoire 1,5 degré. Les chiffres sont là. Allez, quand même une bonne nouvelle. Ce matin, quand même, peut-être surprenante, disons, la Chine a annoncé objectif neutralité carbone en 2060, et c'est quand même très important, parce que la Chine est en train vraiment d'enfourcher cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard ? Accord de Paris, dont l'objectif est déjà minimal et il n'est même pas respecté. La Chine qui fixe des objectifs à 2060. Question qui se pose souvent. On nous parle souvent d'un point de bascule où l'emballement deviendrait inévitable. Où il y aurait des boucles de rétroaction climatique qui deviendraient impossibles à maîtriser. Est-ce qu'on s'en approche ? Ça dépend pour quel phénomène on regarde. Par exemple, ces boucles, elles peuvent... on parle beaucoup par exemple des sols gelés qui vont effectivement conduire, dont le dégel du permafrost va conduire à des émissions de méthane ou de gaz carbonique supplémentaire, une augmentation de l'effet de serre. En fait, quand même, cette augmentation de l'effet de serre ne conduirait qu'à une augmentation de température de quelques dixièmes de degrés à la fin du siècle. Donc il faut regarder les chiffres. Disons, nous sommes
et de loin les premiers responsables de ces émissions. Donc, nous sommes les pays dits industrialisés. Et je ne crois pas trop à ces boucles de rétroaction. Disons, en gros, la réalité de ce qui se passe, disons, actuellement, parce que nous sommes sur ces trajectoires de 3, 4 à 5 degrés, eh bien, est suffisante sans évoquer des boucles de réaction et, disons, de perte de maîtrise complète de notre avenir climatique. Je ne crois pas que ce soit le cas. Nous avons toujours, et je le pense, la maîtrise de notre avenir climatique, mais il faut absolument s'engouffrer dans les objectifs de l'accord de Paris et ne pas rester comme cela sur 2020-2030 à, disons, laisser les émissions pratiquement stabilisées d'ici 2030. Ce n'est pas suffisant et on sait qu'il faut, disons, vraiment, cette ambition doit être rehaussée. C'est quand même très clair. Il faut quand même voir que là où nous sommes aujourd'hui, c'est ce que mes collègues modélisateurs, Robert Andétin, avaient prévu il y a une trentaine d'années en termes de rythme de réchauffement climatique, d'augmentation du niveau de la mer. Il faut prendre au sérieux. Nous savions. Nous le savions et nous savons, c'est ce qu'a dit Robert, qu'à horizon 2050, en France, nous n'échapperons pas à 1 degré supplémentaire, par exemple. Emmanuel Macron dit tout le temps l'écologie, c'est ma priorité. En même temps, l'Union européenne n'est pas non plus élève absolument modèle en matière de respect, y compris de l'accord de Paris. Qu'est-ce que vous lui dites sur les mesures à prendre? Aux États-Unis, beaucoup parlent d'un Green New Deal, relance écologique massive sur des orientations radicalement différentes. Alors au niveau français, d'abord, puisqu'on évoque Emmanuel Macron, je dois dire que les textes de loi sont parfaits. Ils sont ambitieux, les textes de loi. Il y a une neutralité carbone à horizon 2050 dans la loi climat-énergie. Les objectifs sont très bien. On va avoir une nouvelle loi climat, plutôt convention citoyenne, qui va se construire autour des propositions de la convention citoyenne. J'ai eu le privilège d'y être impliqué. Donc les lois sont bien. Le problème de la France, c'est qu'on ne respecte pas les objectifs de la loi. C'est bien ça le problème. Convention citoyenne, par exemple, beaucoup de choses commencent à être détricotées. Les mesures dont les citoyens ont... Exactement. Donc le sans filtre... Qui sont très ambitieuses. Oui, elles sont ambitieuses, mais il faut vraiment toutes les mettre en œuvre pour réussir à respecter l'objectif de moins 40% en France à horizon 2030. Oui, et pas juste réduire la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h. J'aurais aimé que ça soit adopté, mais ça c'est une autre chose. Je me suis exprimé là-dessus et je pense que c'est pas négligeable. Donc, mais il faudrait toutes les mettre en œuvre et c'est peut-être pas suffisant pour réussir les objectifs de la France. Il faut bien comprendre, et le plan de relance, c'est bien d'avoir 30 milliards d'euros, disons, affichés sur la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation, mais que fait-on des 70 autres milliards? Si on soutient des secteurs d'activité qui vont être émetteurs ou très émetteurs, là aussi, on va rater la cible, c'est très clair. Donc, tout cela. Alors, au niveau de l'Europe, nous sommes beaucoup impliqués au niveau de l'Europe avec Pierre Laroutourou, la création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité. Disons, cette nécessité d'investir au niveau de l'Europe. Le Green New Deal est là, il n'est peut-être pas à la hauteur. Green Deal au niveau européen. Green Deal, pas New, oui. Green Deal au niveau européen, vous avez raison. Pierre Laroutourou est maintenant... disons, rapporteur du budget européen, ça lui permet d'être au cœur du système, ça ne rend pas forcément les choses plus faciles. Il y a de l'ambition. Ursula von der Leyen a redit peut-être l'objectif, essayer d'afficher l'objectif moins 55% à horizon 2030, ce qui est ambitieux. Dans les textes, tout est parfait. L'accord de Paris est aussi intéressant, mais dans la réalité, prenons les chiffres. Moi, au cours des 50 dernières années, sur lesquelles j'ai fait je me suis impliqué dans la recherche, entre 1970 et 2020, les émissions de gaz à effet de serre ont doublé. 27 milliards de tonnes en 1970 de gaz à effet de serre, 54 en 2019. Donc on a toujours parlé du réchauffement climatique, de sa réalité, mais nous avons fait collectivement, je dirais, comme si ce message de la communauté scientifique n'existait pas. Alors, vous avez parlé justement de la Convention climat. Elle était née des Gilets jaunes, mais aussi des mobilisations de la jeunesse, en France et ailleurs. Parmi ces jeunes, l'américaine Jamie Margolin, elle a 18 ans, c'est une des figures de la lutte climatique aux États-Unis. Elle a grandi à Seattle, récemment ravagée par de gigantesques incendies dans l'État de Washington. Elle vient de sortir un livre en France, Le pouvoir aux jeunes, aux éditions Massot, un livre pour inciter les jeunes à se mobiliser pour le climat. Je l'ai interrogée, vous allez voir, il y a quelques jours, en duplex de New York où elle étudie. Voici sa réponse aux dirigeants tentés de minimiser l'urgence climatique. Réponse radicale. Well, in terms of leaders saying that we're exaggerating, the sky is literally red in Oregon. The sky is the wrong color. So we're not exaggerating when we literally say we're in a climate emergency. There was I saw this video online of fire tornadoes, and
blood red skies. So if you're not nervous about that, and if you don't feel like there's an urgency to act on this issue saying that, then that's an issue with you and not an issue with me, because when the sky's the wrong color, I feel like we need to act. I don't know what people are expecting, that if when the clock strikes 12 on 2021, things are going to get better. They're not. It's not. 2020 is not some strange curse. It's really the grand culmination of a lot of issues that have been building up for a long time. And so these fires aren't just bad luck because it's a bad year. They're results of the climate disaster, and it will get worse unless we take action, and urgent action. None of that small incremental stuff. I'm talking like real sweeping radical climate action. Jean Jouzel, Jamie Margolin, elle est peut-être moins optimiste que vous. Elle n'est pas sûre que l'on puisse encore changer les choses. Elle dit que c'est maintenant qu'il faut des actions radicales pour le climat. Oui, elle a tout à fait raison. Mais n'oublions pas quand même que depuis 2005, depuis le 3e rapport du GIEC, en tout cas depuis 2007, nous disons et répétons que 2020 va être l'année charnière. C'est-à-dire qu'à partir de 2020, si on veut avoir des chances de limiter le réchauffement climatique, à partir de 2020, il faut vraiment que les émissions de gaz à effet de serre commencent à décroître. Et on a donné les chiffres maintenant. Ce sont les chiffres que je vous ai donnés. Ce n'est pas une décroissance à la marge. C'est vraiment une décroissance importante. Division par 2 à horizon 2022, enfin à horizon 2030 pour 1,5 degré. Il faut se rendre compte que c'est 7% chaque année. Donc 7%, c'est ce qu'on va avoir peut-être cette année suite au Covid, mais on voit bien, ça montre quoi? Que la seule réduction de l'activité ne peut pas répondre à l'urgence climatique. Il faut changer vraiment de mode de fonctionnement de nos sociétés. C'est ça le message du Covid en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, Jean Jouzel, selon Oxfam, les 10% les plus riches de la population mondiale, environ 630 millions de personnes, sont responsables de 52% des émissions de CO2 cumulées. Est-ce qu'on peut... Et ça va avec la croissance des inégalités au niveau mondial et dans tous nos pays. Est-ce qu'on peut arrêter ces logiques sans tordre le cou au capitalisme? C'est difficile, d'autant plus qu'on parle d'inégalités qui sont déjà très importantes, trop importantes à mon avis, mais vraiment si on prend l'ensemble, enfin les conséquences du réchauffement climatique, non pas une par une, mais dans leur ensemble, la première conséquence, c'est l'accroissement des inégalités. On le comprend très bien entre pays pauvres et pays riches. Je me suis vraiment intéressé à cet aspect de la justice climatique, ou plutôt de l'injustice climatique. Mais c'est vrai aussi chez nous. Si on revient, bien sûr, si on revient à... Prenons le cas disons de cet événement méditerranéen dans la vallée de l'Hérault il y a quelques jours. Les gens qui sont on voit bien, les gens sont désespérés. Les gens qui ont ces maisons, qui habitent dans ces fonds de vallée qui sont inondés régulièrement suite à ils ne peuvent simplement plus quitter ces endroits. Ensuite, quand on regarde la Convention citoyenne, quand on regarde l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée il y a 2 ans, eh bien, c'est exact. L'analyse d'Oxfam est exacte, ce sont les hauts revenus qui émettent le plus en termes absolus, et largement. Les chiffres d'Oxfam sont bien sûr exacts. Mais par rapport à la taxe carbone, son augmentation, eh bien, elle aura affecté en valeur relative, en France, 3 fois plus les bas revenus que les hauts revenus. Donc on comprend bien que ça a été un des déclencheurs des gilets jaunes. Donc alors que moi je suis en faveur de la taxe carbone, mais il faut qu'il y ait des compensations, que les gens sachent à quoi elle sert, ce que personne ne sait. Alors, en tout cas, pour Jamie Margolin, elle est à peu près d'accord avec ce que vous venez de dire. Si on ne fait rien, ce seront d'abord les plus pauvres qui paieront l'addition très très cher. The climate crisis is really a grand culmination of all of our societal wrongs, of colonialism, of capitalism gone wrong, of all of these things. So there is no way that we're going to solve the climate crisis without also addressing social issues, because the climate crisis impacts the most marginalized more. If you are a person who is poor, if you are a person who is of Black or brown, or a person of color, if you live in the global South, if you know, all these different identities and different regions and different aspects of your life, the climate crisis is inherently unjust. The climate crisis is inherently racist. The carbon molecules themselves aren't racist. You know, obviously, the physical climate change itself doesn't care about your social status or anything, but the systems that created it do, and the financial systems and the systems that can give you the resources to get out of a climate disaster or move to a place that has less disaster is very discriminatory. So humans are very, very discriminatory. Alors, Jean Jouzel, Jamie Margolin, elle est américaine, nous sommes en France, mais y a-t-il dans un monde idéal une mesure que
ces gouvernements français et américains devraient faire là, maintenant? Oui, respecter l'objectif de l'accord de Paris, donc, mais de mesures précises, disons de mesures importantes, ça va aussi, par exemple, au niveau de l'urbanisme, bien sûr, tout faire pour que ce qui est lié à notre vie de tous les jours, disons, dans se loger, on diminue les émissions. On peut aussi réfléchir à la mobilité, disons, qui ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi profiter de tous ces plans sociaux dont on a parlé avec Manuel là pour justement verdir, non pas seulement verdir l'économie, mais changer même les bases de l'économie, profiter de... Finalement, on voit bien qu'il n'y a plus de base industrielle en France et que... Oui, effectivement. Donc, pourquoi pas créer une nouvelle base industrielle en France? Bien sûr, les règles de l'OMC, en gros, qui sont quand même le nerf de la guerre en termes de... Enfin, les règles de l'OMC, le fil conducteur, c'est la maximisation des échanges. C'est très clair. Elles ne sont pas compatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, oui, bien sûr, il faut changer le mode de fonctionnement de nos sociétés, avoir un regard... disons, sur ce risque d'accroissement des inégalités, elles sont déjà là. Et donc, oui, c'est un changement profond de mode de fonctionnement. Et je ne crois pas que le capitalisme, s'il ne tient pas compte, quand il ne tient pas compte des externalités négatives, ce qui est le cas actuellement, soit la bonne voie. Sans parler de l'ultralibéralisme tel que celui de Donald Trump. Le capitalisme pourrait peut-être tenir compte des externalités négatives et peut-être être plus... disons, en tout cas, plus pertinent vis-à-vis de ce dont on discute aujourd'hui, mais c'est avant tout, je crois, cette idée d'un monde plus solidaire. C'est la solidarité qui nous manque au niveau mondial. Si on n'y arrive pas, eh bien, chaque secteur d'activité, chaque État, chaque citoyen du monde doit regarder dans la même direction, et ça, on en est loin. Donc cette solidarité est loin d'être là, il faut la remettre en place. Merci Jean Jouzel, on pourrait parler des heures. Merci d'avoir été avec nous, climatologue, ancien vice-président du GIEC. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, voilà ce que vous avez raté. Signalons d'abord la suite de notre enquête sur l'ONG SOS Chrétiens d'Orient et sa proximité avec le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Dans ce second volet, nous découvrons comment l'ONG qui finance des organes du régime syrien craint à présent les conséquences d'une loi, la loi César, qui vise à sanctionner les soutiens étrangers du dictateur. À lire également la première chronique du chercheur Harrison Stetler sur la présidentielle américaine. Harrison montre comment Trump, malgré ce qu'il dit souvent, est loin de marquer un tournant social pour le Parti conservateur. Sa politique, depuis 4 ans, vise en effet à poursuivre le démantèlement de l'État. Un portfolio pour poursuivre. Le photographe Vincent Jarousseau signe le deuxième volet de son projet documentaire Les Femmes du Lien. On suit ici Marie Basile, une aide à domicile qui travaille à Paris et vit à Stein, en Seine-Saint-Denis. Dans le club, enfin, la plateforme d'autodéfense populaire Notre Maison Brûle annonce la création de l'Observatoire des violences industrielles. On y reviendra d'ailleurs demain, Jean Jouzel, avec une émission spéciale sur les 1 an de l'explosion de Lubrizol à Rouen. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Sur Mediapart, vous savez, il n'y a pas de pub, il n'y a pas non plus de subvention publique. Donc, nous ne vous informons que grâce aux abonnements. Et donc, abonnez-vous tout simplement. Bonne soirée, prenez soin de vous et à demain.